Alors, désolée. Merci pour l'accueil. Je remercie les organisateurs pour l'invitation et je précise que j'ai aucun conflit d'intérêts. Alors, je voulais débuter par cette phrase d'un penseur célèbre de notre siècle. La plupart des gens disent qu'on a besoin d'amour pour vivre. En fait, on a surtout besoin d'oxygène. À méditer, c'est sûrement vrai, partiellement. En tout cas, l'oxygène fait partie de notre langage et de notre vocabulaire courant. On parle de bulles d'oxygène, on parle de bouffées d'oxygène pour parler des choses qui nous apportent du bien-être. Et puis, plus proche de nous, de nos pratiques quotidiennes, on parle aussi, dans notre langage professionnel, de l'oxygène. Et qui n'a jamais entendu ce type de phrase branche d'abord l'oxygène, c'est la sécurité. Ou encore, mets de l'oxygène, ça ne peut pas faire de mal. Alors, c'est vrai, l'oxygène, c'est la vie, hein. Donc on voit ça au niveau de la mitochondrie et le cycle de Krebs pour la production de l'ATP. Et je vous ai mis ici donc un petit rappel du cycle de Krebs. Et je vous ai mis en rouge toutes les molécules d'oxygène. Donc on voit bien qu'il y en a partout. Alors l'oxygène, en fait, c'est un médicament. Il faut quand même le rappeler. Depuis 1998, il a une AMM. Donc ça veut dire qu'il y a une prescription qui doit être... Donc c'est une prescription médicale. Elle doit être absolument écrite, datée, signée. Ça, on a souvent tendance à l'oublier un peu. Même depuis 2017, l'OMS a déclaré l'oxygène comme un médicament essentiel. Et puis, on estime que l'oxygène médical représente 5 à 10% de la production mondiale. Ça, c'est parce qu'en fait, on produit aussi de l'oxygène pour une utilisation dans l'industrie. Donc, le but de l'oxygénothérapie, vous le savez, c'est de lutter contre l'hypoxémie. Et tout ça pour maintenir une pression artérielle en oxygène supérieure à 60 ou une SaO2 supérieure à 90%. Alors, quand on manque d'oxygène, on parle d'hypoxémie pour parler de la diminution de la PaO2 ou d'hypoxie pour une insuffisance d'oxygénation tissulaire. En post-opératoire, en fait, les causes principales, c'est l'hypoventilation alvéolaire ou une hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion. L'incidence, elle est variable selon les études, mais ce qu'on sait, c'est que c'est maximal dans les 20 premières minutes post-opératoires. Les conséquences, ce sont des dysfonctions d'organes par inadéquation entre la délivrance et la consommation d'oxygène. Et le problème, c'est que même si on augmente la FiO2 de façon supraphysiologique, en fait, il n'y a pas d'adaptation parfaite entre la délivrance et la consommation. Et par contre, ça expose à une hyperoxie avec ses effets délétères, on va revenir dessus, sans pour autant permettre au mécanisme physiologique d'adaptation à l'hypoxie de s'installer. Alors concrètement, cliniquement, ça va se traduire par des désaturations post-opératoires qui peuvent être soit précoces, soit tardives. Précoces, donc c'est souvent l'hypoventilation alvéolaire par dépression centrale ou périphérique. Soit ça peut être aussi les conséquences directes de l'anesthésie avec des atelectasies ou une augmentation de la consommation d'oxygène par le frisson post-opératoire, par exemple. Et puis, tardive, c'est souvent dans les chirurgies majeures, avec des modifications de la ventilation, de la mécanique ventilatoire, ou les traitements antalgiques morphiniques. Alors, je vous ai mis ici des guidelines qui datent de 2008. C'est la Société thoracique britannique qui les avait publiés. Et il rappelait les bonnes conditions de prescription de l'oxygénothérapie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc prescription médicale écrite et signée. L'objectif, c'est de corriger l'hypoxie et non la dyspnée, c'est important de le rappeler. Ça nécessite une surveillance continue via la SPO2. Et puis, j'attire votre attention sur les chiffres d'objectifs de SPO2, qui sont 88 à 92% pour les patients à risque d'hypercapnie et 94 à 98% pour les patients non à risque d'hypercapnie. Donc gardez en tête ces chiffres parce qu'on va voir un petit peu plus loin où on en est maintenant. Donc le danger de l'autre côté, c'est si on met trop d'oxygène, on va basculer sur l'hyperoxie. Donc l'hyperoxie, c'est la présence d'un contenu en oxygène avec des tissus plus élevés qu'attendu. Il n'y a pas vraiment de définition chiffrée. La seule que j'ai trouvée, c'est dans cet article de 2015 qui parle d'une PaO2 supérieure à 120. En tout cas, c'est supérieur à la normale. Pourquoi c'est un problème l'hyperoxie? En fait, ça se passe à nouveau au niveau cellulaire. Ça va produire des espèces radicalaires de l'oxygène et la conséquence, c'est l'apoptose. Alors, il faut aussi avoir en tête cette courbe, qui est la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Donc, c'est la courbe de Barcroft. Et donc, on voit très bien que la SPO2 est corrélée à la PaO2 jusqu'à une certaine limite, à peu près 98%. Et au-delà, en fait, la PaO2 peut continuer à augmenter et la SPO2 ne va pas forcément pouvoir augmenter. En tout cas, elle n'augmentera pas au-delà de 100%. Ça veut dire, autrement dit, qu'en fait, on peut très bien avoir à SPO2 égale un patient qui sera
en normoxie ou qui sera en hyperoxie. Et là, on voit tout de suite les limites du saturomètre de Poux, qui est très bien pour détecter l'hypoxémie. Par contre, il ne va pas détecter l'hyperoxie. Et l'autre chose, c'est que les soignants ne sont pas habitués à monitorer la SpO2 pour réduire les apports d'oxygène. Ça se retrouve dans plusieurs études. Et en fait, on constate que les patients passent plus de la moitié de leur temps en hyperoxie et que la FiO2 est rarement diminuée, surtout si elle est déjà considérée comme étant basse, autour de 30%. Donc ça soulève plusieurs questions. Donc déjà, l'intérêt d'instaurer des protocoles de titration de l'apport en oxygène, et puis peut-être qu'il y aura besoin d'autres modèles de monitorage. Mais je pense que c'est un topo qui vient après. Alors longtemps, on a pensé que l'hyperoxie, ce n'était pas très grave, et que même ça pouvait être bénéfique, en particulier sur les nausées ou les vomissements post-opératoires. Et puis, on en a beaucoup parlé aussi pour prévenir les infections du site opératoire. En particulier, en 2016, l'OMS avait même recommandé une ventilation à FiO2 0,8 pour tous les patients intubés en péropératoire, avec une oxygénation, si possible, à prolonger dans les 2 à 6 heures post-op. Plusieurs études sont intéressées sur ces histoires d'infections post-op, sans vraiment arriver à trancher. En tout cas, ce qui ressort, c'est que c'est sûrement bénéfique. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être dangereux. Et donc, on avait plutôt tendance à dire que même si les preuves n'étaient pas très importantes, pas très majeures, en tout cas, c'était probablement pas dangereux, donc on pouvait le recommander. Pourtant, l'hyperoxie, ça fait longtemps qu'on en parle aussi sur l'autre versant, en mode c'est peut-être pas si bien que ça. Et voyez, cette étude 2002, en fait, ce sont des patients qui sont ventilés en FiO2 1, avec ou sans manœuvre de recrutement, et d'autres patients qui sont ventilés en FiO2 0,4 avec des manœuvres de recrutement. On fait des scanners, et puis on des mesures de la PaO2. Et en fait, les patients qui sont les mieux oxygénés et ceux qui ont le moins d'atelectasie, ce sont ceux qui sont ventilés en FiO2 0,4 avec des manœuvres de recrutement. Pour aller un peu plus loin, cette étude en 2009 qui s'intéresse justement aux infections du site opératoire, eh bien, c'est 1400 patients et en fait, on ne constate pas de différence entre les patients ventilés en 80% d'oxygène et ceux qui sont ventilés en 30%. D'ailleurs, ça a été renforcé par cette étude qui est du même auteur et qui même va un peu plus loin et qui considère que probablement même il y a une surmortalité chez les patients ventilés en 80%, en particulier une surmortalité, c'est statistiquement significatif chez les patients d'oncologie. Donc là, ça commence à poser question. Alors là, ce ne sont pas des patients de chirurgie, mais c'est important d'avoir ça en tête, il me semble. C'est des patients qui sont suspects d'un infarctus du myocarde et auxquels on va on va ajouter de l'oxygène, même si leur saturation est supérieure ou égale à 90%. Et on regarde la mortalité à long terme, et en fait, on se rend compte que ça n'améliore pas la mortalité à un an. Donc en 2019, le BJA publie des recommandations de ventilation protectrice, et on parle dans ces recommandations de recommander une ventilation avec une FiO2 inférieure ou égale à 0,4, en tout cas avec un objectif de saturation supérieur à 94%. Donc c'est une recommandation faible, mais quand même c'est écrit. Et puis plus récemment, en fait, on a commencé à évoquer l'idée du stress oxydatif qui serait délétère, et donc on bascule sur plutôt l'idée qu'il ne faut pas faire d'hyperoxie. En effet, donc les effets délétères de l'hyperoxie sont multiples au niveau clinique. Donc au niveau pulmonaire, on va retrouver des atelectasies dès les 5 premières minutes de ventilation à FiO2 1. On va aussi avoir une altération des échanges gazeux, une altération de la membrane alvéolaire qui peut aller jusqu'à la fibrose pulmonaire, des œdèmes lésionnels par inflammation. Au niveau cardiovasculaire, on a une augmentation des résistances vasculaires périphériques, et puis une vasoconstriction coronarienne, ça veut entraîner des chutes du débit cardiaque, et puis une aggravation des lésions d'ischémie-reperfusion. Au niveau neurologique, on a aussi une diminution de la perfusion cérébrale par vasoconstriction, une altération de la barrière hémato-encéphalique, ça peut participer au délirium post-opératoire. Au niveau métabolique, ça entraîne des dysfonctions mitochondriales. Au niveau rénal, une diminution du flux sanguin rénal, et puis également, bien sûr, la genèse de radicaux libres. Alors, certes, le sujet, c'est l'oxygénothérapie périopératoire, mais je pense que c'est important d'aller un petit peu plus loin, parce que d'abord aussi, nos patients, parfois, se retrouvent en réanimation. Et donc, je voulais vous présenter cette étude là, qui est parue en 2016. Donc, ce sont des patients qui rentrent en réanimation avec une durée estimée de séjour supérieure à 72 heures.
et auquel on va proposer de l'oxygène soit de façon conventionnelle, c'est-à-dire qu'on vise une PaO2 autour de 150, et des valeurs de SPO2 entre 97 et 100%, donc c'est le groupe conventionnel. Et puis l'autre groupe, c'est conservatif, où on vise plutôt une SPO2 autour de 94-98% et une PaO2 entre 70 et 100. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude? C'est qu'en fait, dans le groupe thérapie conservative, eh bien, il y a moins de mortalité. Donc ça pose question. Derrière, en 2017, le Lancet publie cette étude qui est un groupe d'oxygénothérapie à 100% versus un groupe d'oxygénothérapie plus classique, conventionnelle. Et là, l'étude, elle est arrêtée prématurément parce que là encore, il y a une surmortalité dans le groupe hyperoxie. Donc, encore une autre étude, ça c'est une méta-analyse, pardon, c'est la méta-analyse de Iota publiée dans Lancet en 2018 qui enfonce le clou. Il y a 16 000 patients dans ces 25 études qui sont reprises. Et là encore, on a une surmortalité dans le groupe oxygénothérapie libérale. Du coup, le BMJ publie également en 2018 des recommandations de cibles d'oxygénothérapie. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a dans ces patients-là des patients de chirurgie donc post-opératoire, soins critiques, mais des patients chirurgicaux aussi. Et donc là, il y a des recommandations fortes pour dire qu'il ne faut pas mettre d'oxygène quand la saturation est supérieure à 96%. Pour les patients ayant fait un AVC ou un infarctus du myocarde, c'est une recommandation faible, mais probablement qu'il ne faut pas mettre d'oxygène si la saturation est entre 90 et 92%. Et la recommandation forte, c'est en tout cas pas d'oxygène si la saturation est supérieure à 93%. Donc les auteurs résument ça dans cette diapositive que vous voyez sur la gauche. Et en tout cas, les cibles de SPO2 pour ces patients-là seraient plutôt autour de 90 à 94% pour les patients classiques et 88 à 92% pour les patients à risque d'hypercapnie. Alors, ça, c'est le côté clinique, on va dire. Donc, vraisemblablement, il ne faut pas mettre trop d'oxygène. En tout cas, il faut en mettre quand il faut et pas quand il ne faut pas. C'est le message. Mais derrière ça, on m'a demandé de parler de l'impact environnemental de l'oxygène. Et en fait, moi, quand je me suis posé ces questions-là, il y a 2-3 ans, en fait, c'était au moment de la crise Covid et on utilisait énormément d'oxygène. Et j'ai un petit peu, je me suis dit, bah tiens, après tout, il vient d'où cet oxygène? On parlait de crise d'oxygène, etc. Donc, j'ai un peu interrogé les gens autour de moi. Et puis, c'était un peu le grand blanc. Personne ne savait trop d'où vient cet oxygène magique qu'on a quand on tourne le bouton. Alors, je vais vous expliquer d'où il vient. En fait, il vient de l'air. On comprime l'air. Le fait de le comprimer, ça le réchauffe. Donc, comme il est chaud, il faut le refroidir. Donc, pour ça, on va utiliser des canaux d'azote liquide. Et pourquoi on le refroidit? Parce qu'en fait, une fois qu'il est refroidi, il va devenir liquide. Et on va faire ce qu'on appelle la cryodistillation. C'est-à-dire qu'on va le réchauffer progressivement. Et le fait de le réchauffer, en fait, ça permet de séparer les différents gaz qui constituent l'air, à savoir l'argon, l'azote et l'oxygène. Et on va garder l'oxygène autour de moins 185 degrés. Et pourquoi on garde l'oxygène liquide? Parce que, en fait, c'est pratique. 1 litre d'oxygène liquide, ça libère 854 litres d'oxygène gazeux. Donc, on comprend assez vite que c'est plus facile de le transporter, c'est plus facile de stocker. Mais également, on comprend que tout ça, c'est très énergivore. Alors, il existe des techniques alternatives de production de l'oxygène, mais elles ne sont pas du tout trop répandues. Et en particulier, donc, il y a ce qu'on appelle des générateurs d'oxygène qui peuvent être installés à proximité des établissements de santé. Donc, le principe, il est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va bien sûr partir de la même matière première, l'air. On va dépoussiérer, filtrer cet air, et puis on va le faire passer dans des tamis de zéolite. Et la zéolite, en fait, ça va capter l'azote. Et donc, à la sortie, on obtient un oxygène pur à 95%. L'oxygène liquide, il est pur à 99%. Mais il y a une autorisation d'utiliser l'oxygène médical à 95%. Alors, pour aller un peu plus loin, également, je vous disais, au moment de la crise Covid, moi, je me suis interrogée sur tout ça. Et en fait, on ne se rend pas bien compte des quantités d'oxygène qu'on utilise dans nos pratiques quotidiennes. En fait, c'est un peu abstrait, tout ça. Et donc, d'abord, il y avait une étude de l'Institut Curie où on avait remarqué que si on utilise un débit de gaz frais autour d'1 litre par minute, on va consommer jusqu'à 200 litres d'oxygène par heure. Et plus on réduit notre débit de gaz frais, et plus on réduit notre quantité d'oxygène. Je vous rappelle que ça réduit aussi l'impact environnemental des halogénés, pour ceux qui n'avaient pas saisi encore cette information.
Donc c'est gagnant-gagnant de baisser le débit de gaz frais, pardon. À titre d'exemple, dans mon propre hôpital, pendant la première phase de Covid, on a consommé sur un an 213 000 mètres cubes d'oxygène. Ça représente 213 millions de litres. On était à peu près à 450 litres par minute, sachant qu'on n'était pas du tout dans une zone où on a été saturé. Une autre information qui peut être intéressante, c'est l'Institut Gustave Roussy qui avait fait une petite étude en 2015 sur la quantité d'oxygène consommée dans cet hôpital. Donc c'est un hôpital qui avait 12 salles d'opération. La quantité globale sur l'année, c'était 84 000 mètres cubes d'oxygène. Et ils avaient calculé qu'en fait, la consommation du bloc opératoire, cette année-là, c'était à peu près 2% de la consommation globale de l'hôpital. 2%, ben, finalement, c'est pas tant que ça. Après tout, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter, de réfléchir à tout ça? Ben oui, enfin, c'est ma conviction. Parce qu'en fait, j'ai des données d'Air Liquide. Alors, c'est des données qui ne sont pas publiées, mais ils estiment que l'empreinte carbone de la production d'un mètre cube d'oxygène, c'est 67 kg d'équivalent CO2. Donc, si on rapporte à la quantité d'oxygène qui était utilisée dans cet hôpital en 2015, ça fait quand même 6,7 tonnes sur un an. Vous rapportez ça au nombre d'hôpitaux en France ou dans le monde, bah, finalement, ce n'est pas si négligeable. Alors, il y a peu d'études qui se sont intéressées vraiment à l'impact environnemental de l'oxygène, à proprement parler. Je vais vous en présenter quelques-unes qui évoquent un petit peu le sujet. Donc là, c'est une étude qui s'intéresse pas que à l'oxygène, en fait, on s'intéresse à l'impact économique et puis environnemental des absorbeurs de CO2. Si on fait de l'anesthésie sans halogéner, est-ce qu'on a intérêt à augmenter le débit de gaz frais pour prolonger la durée de vie des absorbeurs de CO2 ? Donc les auteurs ont fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie des canistères absorbeurs de CO2, de l'oxygène médical et de l'air. Donc ça, c'est pour évaluer, c'est la méthode d'évaluation la plus précise de l'impact environnemental des médicaments ou des dispositifs médicaux, l'analyse du cycle de vie. Ils ont rapporté ça, enfin l'unité ils ont transcrit ça en pouvoir de réchauffement global. Donc ça, c'est aussi une unité qui est très utilisée quand on parle d'impact environnemental. Donc le PRG, et qui est rapporté à une durée de 100 ans la plupart du temps. Donc ça, c'est l'unité. Et ce qui ressort de leurs études, c'est que l'oxygène a un PRG à 100 ans de 0,70, l'air 0,23 et l'absorbeur 0,73. Donc je pense que ça ne vous parle pas beaucoup. Le PRG, à titre d'exemple, du desflurane, c'est 2500, donc à peu près. Donc finalement, ça peut paraître négligeable. Néanmoins, ils ont essayé d'augmenter le débit de gaz frais, donc de passer de 1 litre à 4 litres. Et ils ont constaté qu'en fait, en fonction de leur respirateur, finalement, ils arrivaient à baisser le PRG global de l'anesthésie de 5 à 6%. Et puis, par contre, des économies financières importantes. On a à peu près 60 à 70% d'économies. Et pour eux, même le cut-off, c'était 6 litres par minute. Au-delà de 6 litres par minute, en fait, on ne gagne pas tellement on gagne encore un petit peu en termes d'économie financière, mais pas tant que ça. Et par contre, le PRG augmente. Donc finalement, le message, c'était jusqu'à 6 litres par minute, on est gagnant sur le plan économique et puis on n'est pas trop impactant sur le plan environnemental, donc on pourrait faire ça. Alors j'attire votre attention parce qu'en fait, ça a donné lieu à une réponse dans le BJA d'experts de la thématique qui ont dit attention, la méthode de calcul de l'article précédent, en fait, c'est la méthode la plus optimiste. Ils ont choisi les chiffres les plus intéressants pour calculer l'impact de l'oxygène. Donc c'est quand même à nuancer. Ils ont également choisi une FiO2 à 0,3. Alors je ne sais pas ce que vous faites comme FiO2 dans vos pratiques, mais rarement 0,3, à mon avis. Et puis surtout, il faut aussi rapporter ça à la source d'électricité qui est utilisée dans votre pays. Parce que si vous êtes dans un pays très carboné, l'impact il va forcément augmenter. Alors pour ça, nous, on n'est pas trop mal. Je vous ai mis ici l'intensité carbone de la France. On est majoritairement sur une énergie peu carbonée et puis partiellement, encore c'est pas beaucoup, mais on a quand même 16% d'énergie renouvelable. On est bon élève de l'Europe. Ici, c'est une étude qui s'intéresse à l'impact environnemental de 3 types d'anesthésie dans le cadre de la prothèse de genou. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, les diagrammes en couleur, là, ce qui est bleu, c'est l'impact de l'oxygène sur le type d'anesthésie. Et ce qui attire notre attention assez rapidement, c'est le bleu au niveau de la rachis-anesthésie. Donc là, on a l'impression que l'oxygène a un très grand impact environnemental. En fait, il faut savoir que dans cette étude, les débits d'oxygénothérapie utilisés étaient de l'ordre de 10 litres par minute. Donc, c'est quand même pas trop nos pratiques quotidiennes.
Mais en tout cas, le message des auteurs, c'était qu'en réduisant de 10 à 6 litres par minute, on pouvait nettement réduire l'impact environnemental de l'oxygène et de l'anesthésie, de ce type d'anesthésie dans cette pathologie-là. C'est difficile de parler de l'oxygénothérapie péri-opératoire sans parler de l'OHD, qui nous a bien sûr énormément rendu service et qui nous continue de le faire. On l'a vu avec la crise Covid, et puis dans nos pratiques quotidiennes, c'est devenu quelque chose qui est assez facilement utilisé, même en anesthésie, en particulier pour la préoxygénation. Donc là, il y a une étude qui est parue, qui a analysé, donc on est toujours sur l'analyse du cycle de vie, et ils ont comparé une préoxygénation classique, 4 minutes et demie à 10 litres par minute, versus une préoxygénation en haut débit, c'est 8 minutes à 40 litres par minute. Et en fait, on a un impact environnemental de la préoxygénation en haut débit qui est 10 fois supérieur à celle classique. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut avoir conscience que ça a un impact. Alors pour la préoxygénation, c'est assez flou, les débits qu'il faut utiliser. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Ce que je trouve, c'est que ce qui est dit, c'est qu'il faut un débit suffisant. Et si on ne sait pas trop, si on veut utiliser les capacités vitales, en fait, il faut un débit à peu près à 10 litres par minute. En 2020 est sortie cette étude enfin, c'est une revue de la littérature qui s'est intéressée à l'oxygénothérapie post-opératoire des patients chirurgicaux. Et en fait, je pense que le message, c'est vraiment celui-là, c'est que vraisemblablement, il faut avoir une attitude conservatrice, c'est-à-dire attention, pas trop d'oxygène, probablement avec des visées des SPO2 nettement inférieures à celles dont on a l'habitude. C'est souvent, on cherche 98-100%. Et puis, il faut certainement bien monitorer et puis faire des protocoles d'adaptation de l'oxygénothérapie des débits en fonction de la SPO2. Alors, quelques réflexions justement sur le bon usage de l'oxygène. Je crois que ce qui est très important déjà, c'est en amont faire de la pédagogie, de l'information et la sensibilisation des professionnels, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, mais sans trop savoir ni d'où ça vient, ni quels sont vraiment les impacts. Et puis, on a l'impression que ce n'est pas dangereux, donc tout le monde peut avoir un peu d'oxygène, ça ne fait pas de mal. En pratique, au bloc opératoire, attention à vos réglages sur vos respirateurs. Enfin, très souvent, les débits, par défaut, ils peuvent être très élevés. Vous voyez, dans la diapo précédente, on parlait de 10 litres par minute. Moi, dans mon hôpital, parfois, le débit, par défaut, il est réglé à 18 litres par minute. C'est inutile, en fait. Réduisez bien vos débits de gaz frais. Merci pour l'oxygène et pour les halogénés. En salle de réveil, luttez contre l'oxygénothérapie systématique. Et surtout, attention, fermez bien les débits quand vous avez fini de vous en servir. Moi, ça m'arrive régulièrement d'arriver et je trouve que c'est ouvert plein pot. Et il n'y a personne qui est branché. Et puis, à l'échelle des établissements, peut-être mettre en place des monitorages. Il existe des compteurs. Et ça, on en reparlera si vous venez à la session de vendredi, session de comité développement durable, où il y aura l'épisode numéro 2. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. Donc, en conclusion, il faut lutter contre l'hypoxémie, c'est du bon sens, et lutter contre l'hyperoxie aussi. Donc, comme souvent, l'équilibre et le bon sens, c'est ça la réponse à la question. Prendre en compte l'impact environnemental de l'oxygène dans nos pratiques quotidiennes, c'est pas négligeable. Et puis, c'est comme tout, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on fait, ça a un impact. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire, mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Réduisez vos débits de gaz frais, on épargne l'oxygène et les vapeurs.